Alors maintenant, je vous propose de débuter cette première table ronde. Elle a été baptisée Diagnostic et préconisation. Nous allons parler, bien sûr, évolution du climat et les conséquences que cela va avoir sur le littoral méditerranéen. L'homme va-t-il s'adapter? S'adapte-t-il à tout? Et comment peut-on déjà réagir et commencer une adaptation, discussion que nous poursuivrons dans la deuxième table ronde. Pour vous parler de ce sujet sur le climat méditerranéen et sur son évolution, je vous propose d'accueillir nos 4 intervenants de la matinée, car c'est eux qui vont vous transmettre leur expertise sur le sujet. Je vous demande d'accueillir Emma Aziza. Merci de me rejoindre, madame. Vous êtes la présidente du groupe Mayan, un centre de recherche pour la résilience territoriale face aux inondations. Vous êtes docteur de l'école des mines, professeur et expert sur les sujets de l'inondation. Merci d'être avec nous ce matin. J'accueille à vos côtés Jordi Serra Ravento. Monsieur, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Barcelone, président de l'EUCC Med Center. Je vous en prie, vous êtes un spécialiste de la géologie marine et des sédiments en particulier. Venez prendre place à nos côtés. Gilles Leboeuf, merci de nous rejoindre, professeur à l'université Sorbonne. À Sorbonne Université, vous avez été pendant 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et puis, vous êtes président du conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité. Vous allez, vous aussi, nous apporter vos lumières sur ce littoral. Et puis Sylvain Pioche, maître de conférence à l'université Paul Valéry à Montpellier, docteur en géographie et en aménagement du territoire. Et puis vous êtes ingénieur écologue. Voici nos 4 intervenants de la matinée. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Vous avez tous un micro à vos côtés qui va vous permettre donc de discuter avec nous. On va essayer donc chacun d'apporter votre expertise, mais de le faire sous forme de conversation et d'échange entre nous. On va peut-être commencer par définir ce qu'est un littoral. Alors, je me tourne vers vous, Gilles Leboeuf, vous avez le micro dans les mains. Pour savoir de quoi on va parler déjà, qu'est-ce qu'un littoral? Et puis, votre voisin nous expliquera aussi le rôle des sédiments. Parce que c'est le début de la conversation, qu'on ait des éléments de langage commun. D'abord, mon voisin, il parle des littoraux avant que les vivants soient aussi sur la Terre. Donc c'est vrai qu'au départ, on part sur de la minéralogie, sur les systèmes terre. Alors, pour un écologue comme moi, je suis physiologiste. Et le littoral, il est magique parce qu'on essaie d'estimer en superficie sur la Terre. C'est compliqué parce que jusqu'à où va le littoral? En mer, on peut l'imaginer. Sur Terre, on ne sait pas trop. En gros, on dit qu'il y a 8% de tout l'ensemble terrestre aujourd'hui qui correspond à des littoraux. Deuxième remarque, pour revenir au passé, dès le moment où il y a eu des continents et des mers, il y a eu des littoraux. Alors le littoral, c'est quoi? C'est une charnière, c'est une frontière, c'est une bande de terre qui jouxte l'océan, avec une partie sous la mer, ce qu'on appelle l'infralittoral, ça va jusqu'au dessous des marées hautes, et puis le supralittoral, qui est la zone effectivement qui va un peu vers la terre, qui n'est mouillée que lors des grosses tempêtes, ou bien au moment effectivement des marées de très haut niveau. C'est ça le littoral. Alors pour un physiologiste, c'est une charnière incroyable, parce que la vie apparaît dans l'océan. Il y a un peu moins de 4 milliards d'années, les premières cellules se développent dans l'océan. Alors il y a des discours pour dire si ça s'est passé dans des milieux profonds ou dans des milieux côtiers, littoraux. Et puis un jour, elle sort, la vie de l'océan. Et là, il y aura un double défi, ça s'est forcément passé sur le littoral. Quand la vie sort de l'océan pour aller sur la Terre, elle n'a pas sauté par-dessus. Elle est passée par là, et la barrière est double. La première barrière, c'est le sel de l'océan. Pour un animal aquatique, une plante qui est en eau douce, aller à la mer, c'est très compliqué parce qu'il y a une barrière de sel qui est aussi dure qu'une barrière de béton que vous construisez. Pour l'animal aquatique, on ne passe pas facilement de l'eau douce à l'eau de mer et de l'eau de mer à l'eau douce. Ça s'est passé dans l'autre sens. La vie sort de la mer pour aller vers la terre. Et la seconde barrière, c'est comment on passe de l'eau à l'air. Auparavant, la vie était exclusivement marine. Pendant plusieurs milliards d'années, tous les êtres vivants marins, des bactéries, des virus, des champignons, des protistes unicellulaires, comme des microalgues, animaux et plantes, ils sont marins. Et vers 1 milliard d'années, des bactéries sortent de l'océan pour aller vers les continents. Et où est-ce qu'ils font ça? Sur le littoral, bien sûr. Et puis un peu plus tard, les animaux et les plantes élaborées qu'on connaît tous ici autour de nous sortiront vers 450 millions d'années, sortent de la mer pour aller vers la Terre. Alors soit elles s'arrêtent à la Terre, soit elles poursuivent notre eau, l'eau douce,
elles vont remonter en eau douce qui est très peu minéralisée, qui est un problème particulier. Juste pour conclure là-dessus, donc double frontière, le sel de l'océan entre eau douce et haute mer, et bien sûr la barrière entre l'eau et l'air. Réfléchissez un petit peu, ici dans l'air, il y a 30 fois plus d'oxygène disponible que dans l'eau de mer. Donc ça veut dire que quand on va passer effectivement de la mer à l'air, c'est fabuleux, il y a l'oxygène partout, on va faire des frénésies, et on passe des branchies aux poumons. Mais c'est compliqué aussi parce que sur Terre, vous êtes exposé aux rayonnements ultraviolets. Les squelettes sont très compliqués par rapport aux squelettes marins parce qu'en mer, vous avez la poussée d'Archimède qui vous permet effectivement de beaucoup mieux vous organiser. Tout va changer. Résistance à ces ultraviolets, résistance à ces masses et surtout, quel est le gros drame qu'on vit tous les jours? Eh bien, il nous faut de l'eau au sein de nous. Cette eau qu'on a quittée quand on quitte l'océan, on la garde en nous-mêmes. Et juste deux chiffres, l'océan, on mesure ça en milliosmole, la pression osmotique, c'est la référence physique au sel. L'océan, c'est 1000, une rivière, c'est 10, et un humain, c'est 300. Tout va se passer à ce niveau-là. Et le sang humain ne bouge jamais. Toutes vos cellules sont à 300. Ce qui en fait, je termine là-dessus, pour passer la parole à mon ami sur les aspects de rivage et de géologie, 300, c'est la salinité d'un estuaire, l'endroit où justement la mer rencontre la terre avec les rivières. Voilà en quelques mots pour jeter le débat. Et le littoral, c'est cette charnière, cette frontière qui explique tout ceci et qui a un rôle déterminant sur l'évolution de la vie et l'évolution de l'humanité. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Jordi, à vous de nous expliquer cette dimension de votre point de vue. Bon, après cette belle présentation de mon copain, ça va être difficile parce que mon monde est plus dur. Plus dur parce qu'on est dans les substrats toujours, soit à terre, soit en mer. Il n'y a pas de différence entre la géologie terrestre et marine. C'est toujours la même. Alors, c'est une chose que je raconte toujours. Bon, j'ai raconté toujours à mes étudiants. Maintenant, je suis déjà en retraite, alors je le fais ici. Il y a une chose qu'on a discuté, bon, on a parlé avant, c'est que la ligne de côte, c'est une ligne ou un point triple. C'était l'océan, la terre et l'atmosphère. Tous les paramètres qui régulent cette ligne dépendent des lois physiques, disons, les vents, le soleil, etc., les mouvements de la mer et les apportations, disons, terrestres parmi les rivières. Vous avez parlé tout à l'heure de l'estuaire. C'est un monde aussi incroyable, les estuaires, cette frontière eau douce, eau salée, hein, où il y a une chose qui est très caractéristique qu'on appelle les bouchons de vase. Bouchons de vase qu'en Gironde, non? C'est bien connu, on y a travaillé moi-même aussi. Alors, c'est les phénomènes physiques qui sont régulés soit par le fleuve, le courant fluviatile, qui arrive en mer et qui change complètement les lois physiques de rivière, de transport longitudinal, pour des autres sortes de transports. Transport, je veux dire transport d'eau, transport de sédiments, sédiments qui constituent, disons, la part plus appréciée du littoral, c'est les plages. Hein, vous voyez ici, en face, à Lloret, il y a une plage. Qu'on en parlera s'il y a des questions là-dessus, parce que c'est un exemple de ce qu'on ne doit pas faire. Je pense qu'il n'y a personne de la mairie ici, mais j'espère. Parce que les problèmes qui ont Lloret, chaque année, il y a des problèmes avec les tempêtes, parce que la promenade face à la mer a occupé la plage. Voilà. Dès qu'on, nous, les habitants de cette planète Terre, occupent la partie physique qui correspond à la côte, on est perdu. Voilà. C'est une question qu'on peut discuter avec les ingénieurs, avec les architectes, etc. Mais l'occupation, c'est le pire problème dans les systèmes naturels. Alors, on va en parler en plus dans notre deuxième table ronde. Emma Aziza, quel constat on peut faire aujourd'hui sur l'évolution du climat et ses conséquences sur le littoral? Puis je poserai la même question à Sylvain Pioche. Merci.
Je poserais peut-être la question un peu différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du changement climatique, elle fait un consensus commun sur le plan scientifique, il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, la question, c'est comment c'est perçu derrière par le grand public, comment on arrive à faire passer des messages, qu'est-ce qu'on a de tangible à leur transmettre. Donc on a des experts qui pourront peut-être nous apporter des éclairages plus précis. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, bien qu'on a une vision très claire qu'il va y avoir des éléments factuels qui vont conduire à faire évoluer le système et qu'il va devoir effectivement falloir s'adapter, la question, c'est qu'il reste encore beaucoup de divergences, notamment sur le plan scientifique, d'incertitudes, si vous voulez, pour essayer de comprendre quelles vont être les modalités, quelles vont être les échelles spatiales. Et donc, ça nous ramène finalement à quelle est notre perception qu'on a de ces effets du réchauffement climatique directement dans notre quotidien, à notre échelle, puisque vous travaillez dans le domaine notamment du bâtiment ou de l'urbanisme. Ce sont des questions qui sont aussi beaucoup plus concrètes. Alors je vais prendre un exemple, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de Montpelliérains et de gens du Languedoc-Roussillon. Si on prend par exemple le cas des crues éclairs méditerranéennes, qui est un cas que l'on voit et qu'on a le sentiment que ça redouble, qu'on a un accroissement en fait du nombre d'épisodes, et qu'on regarde un petit peu ce qui a pu se passer par le passé. Il y a un recensement qui a été fait par Météo France entre 1958 et 1994, qui a permis de voir qu'il y avait eu 160 épisodes majeurs diluviens en Languedoc-Roussillon, sur cette tranche-là. Alors pourquoi je vais jusqu'à 1994 ? Parce que après, ça devient assez tangible et puis on voit une évolution constante sur ces 20-30 dernières années, si vous voulez, où là, il y a vraiment cet apport anthropique qui est aujourd'hui clairement remis en question. Donc ça signifie que 160 épisodes diluviens, c'est que nécessairement, on a toujours vécu avec, on a dû s'adapter. Quand on parlait du Cévenol, le Cévenol se faisait inonder et puis le père se faisait inonder, le fils reconstruisait plus haut. On savait comment se protéger. D'ailleurs, quand on regarde les habitats anciens, on voit très très bien qu'il y avait cette prise de conscience du risque dans le lieu de vie, dans l'aménagement même du lieu de vie. On avait toujours des rez-de-chaussée qui laissaient plutôt la place à des granges, et puis qui sont devenus des garages, qui sont devenus ensuite la chambre des enfants, et puis ensuite on a accru notre vulnérabilité en fait par rapport à ces risques. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on veut scientifiquement prouver les choses, le vrai problème, c'est qu'un scientifique, il a besoin d'une série chronologique de données, notamment par exemple de pluie en la matière, et que c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Les scientifiques ont quand même beaucoup de mal avec la modélisation, de prouver qu'aujourd'hui, on a des épisodes, on a vécu 2014 à Montpellier, on a l'impression qu'il y a finalement cet accroissement d'événements qui nous atteint. Et puis quand on regarde dans le passé, c'est pas complètement aussi clair que ça. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que dans toutes les projections, ça va être amené à augmenter en intensité, en force, en puissance, avec des périodes d'alternance de sécheresse et d'inondation, comme on a vécu par exemple cette année de manière très très forte. On a une sécheresse extrême en 2017. Croisé à ça, on a vécu ensuite des périodes d'inondation majeures. On l'a vu avec notamment le bassin de la Seine, puisque je remonte un petit peu en France, mais on est amené à se poser des questions, clairement. J'ai beaucoup été interrogée sur la question des inondations de la Seine. En juin 2016, on vit une inondation colossale qui a atteint un bassin qui est situé à l'amont de Paris, qui va être complètement ravagé. On va largement dépasser la crue Centenale. Et ça se passe au mois de juin. Déjà, on n'a pas l'habitude à Paris. Ce qu'on a vécu à Paris, c'était similaire à une crue Cévenol. Moi, j'ai l'habitude de voir ces précipitations plutôt en milieu méditerranéen. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous voulez. C'est que, à la fois, on a ce sentiment de dire, attendez, le territoire s'est fait complètement ravager par les eaux. On n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. On l'entend à chaque fois. Et puis, à la fois, on revit là, au mois de janvier, une inondation majeure qui va durer 3 semaines. Et on se dit, mais ça n'est jamais arrivé. Puis on remonte dans l'histoire, et puis l'histoire des territoires nous parle. Alors, je ne remonterai pas aussi loin que vous. Mais effectivement, on a déjà connu des crues de la Seine au mois de juillet. On a déjà connu des mini-aires glaciaires durant
les dizaines de derniers siècles, on a eu comme ça cette variabilité climatique. Et donc, comment est-ce qu'on passe de la variabilité climatique naturelle à cet impact de l'homme qui va venir, qui va nous atteindre, dont on sait qu'il est sûr, mais quand, comment et pourquoi, on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on vit de plus en plus d'événements majeurs, qu'on est de plus en plus percuté par les images, par l'information continue, par des données, voilà, un ensemble de spécialistes qui viennent, qui interviennent sur les plateaux, à la télé, etc. Les gens reçoivent des tonnes d'informations. Et le problème, c'est qu'ils se sentent bien souvent impuissants. Parce que quand on reçoit une information, mais qu'on ne maîtrise pas les conséquences, qu'on n'est pas capable d'agir, on a l'impression que finalement, on est totalement impuissant. On a une distance, en fin de compte, très importante par rapport à l'événement. Donc voilà, je pense qu'on doit un petit peu se poser la question, pas tant de, aujourd'hui, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique. Très clairement, il y a encore beaucoup, et vous le direz peut-être encore mieux à d'autres échelles, mais beaucoup d'incertitudes sur comment ça va se produire, dans quelles conditions ça va se passer. La science est par essence même complexe. On a de nombreux facteurs qui rentrent en jeu à l'échelle d'un territoire. On ne sait jamais, par exemple, je vous donne un exemple très concret, pour une même pluie, à une même période donnée, qui tombe sur un même territoire, on n'aura jamais le même résultat. Je vous prends par exemple, puisqu'il y a beaucoup de Montpelliérains, le Vidourle, qui est quand même assez connu. J'avais analysé les temps de réaction du Vidourle, de montée des eaux et de décrue. Vous n'avez jamais la même réaction. Pourquoi ? Parce qu'on a une antécédence des pluies qui est différente, on a un territoire qui évolue, parce qu'on a nécessairement urbanisé par endroits, on va avoir une obstruction au libre passage des eaux d'un côté. Donc on va modifier au fur et à mesure le territoire. Et puis on a le sous-jacent, on a le sous-sol. Et puis on a une évolution, puisqu'on n'a jamais la même pluie au même endroit. Bien souvent, vous avez beaucoup d'idées reçues qui vont vous dire « Oh là là, c'est l'amont qui est en train toujours de nous inonder, c'est à cause d'eux qu'on vit ça. » Ou bien parfois, bah non, c'est à l'aval le problème, effectivement. Je crois que c'est jamais la même chose, puisque c'est jamais la même pluie et qu'elle tombe jamais au même endroit du bassin. Donc vous voyez, il y a tellement en fait de paramètres, je crois qu'on doit juste être assez humble pour se dire « Bon, bah, puisque ces paramètres-là, on ne les maîtrise pas, puisque la conséquence de ce qui va se produire, de comment ça va se produire, on ne la maîtrise pas non plus, bah peut-être qu'on va travailler différemment et qu'on va essayer de travailler à notre échelle. Parce que ça, par contre, on peut travailler à ce niveau-là. Et c'est là que, vous avez parlé tout à l'heure de centre de résilience, effectivement, c'est là où la résilience, cette capacité de se préparer à demain en prenant en compte le passé, en étant bien aujourd'hui clair devant nous sur ce qui risque de se produire, et puis qui risque même pas, qui se produira tout simplement. Bah, comment commence à réfléchir aux solutions. Comment on va s'adapter au bâti ? Je pense qu'on en parlera largement plus tard. Alors Sylvain Pioche, justement, les tendances futures d'aménagement en mer, si rien ne change, c'est que la Méditerranée, c'est une zone sous pression. Alors oui, d'abord je voudrais remercier l'organisation Combattimed pour l'invitation et puis la chance d'être à côté de collègues et d'amis depuis longtemps spécialistes de ces questions. Donc oui, en tant que géographe et aménageur, votre question elle est intéressante parce que on est effectivement, en tout cas sur la Méditerranée rive nord, dans une tendance très forte d'augmentation de la démographie, notamment le tourisme. Actuellement, il y a 350 millions de touristes, hein, c'est les chiffres des années 2010. En 2025, l'OCDE, et donc les derniers chiffres publiés l'an passé avec leur livre Croissance bleue, prévoyaient 500 millions de touristes. Et les problèmes géopolitiques des rives sud de la Méditerranée font que ce tourisme se concentre exclusivement de la Grèce à l'Espagne, avec un cœur qui se situe entre, on va dire, la côte de Torremolino jusqu'à la Croatie. Donc l'épicentre, c'est Barcelone jusqu'en PACA, avec des vastes territoires encore non aménagés, et tant mieux pour certains, tant pis pour d'autres aménageurs. Actuellement, l'homme, face à ces problématiques de pression démographique, de besoin, de demande d'espace, on est un peu comme des condamnés avec un bandeau face à un mur, prêts à se faire fusiller parce que notre système est résilient. Mais il n'est pas résilient, à mon avis, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il met du temps à s'adapter. On est parti sur une tendance
mondiale qui vaut ce qu'elle vaut, d'un système libéral, capitalistique, basé sur de l'amas, du profit, de la construction, qui n'a pas forcément été très heureuse, puisque je le rappelle, le but de l'aménageur, c'est le bonheur des populations. C'est très important de se rappeler, le but de l'aménagement des territoires, c'est que les gens soient heureux. Quand je regarde comment ont été bâties de nombreuses stations, notamment dans les années 50, 60, 70 sur le littoral, il ne faut pas rester très longtemps dans ce genre d'habitation. Bon, ça va parce qu'il fait chaud, qu'on est souvent à l'extérieur, mais le recyclage des eaux, l'organisation des paysages, le visuel finalement, quand on arrive en bateau, notamment sur les côtes languedociennes, il y a quelque part eu des gros loupés. En tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Est-ce qu'on veut maintenir ces loupés? Est-ce qu'on veut les rétablir? Finalement, on n'a plus le choix, parce que je reprends cette image des fusillés. Dans les bons films, il y a toujours un téléphone qui sonne au dernier moment, et juste avant qu'on se prenne la balle fatale du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, donc de l'élévation du niveau de la mer, et d'un système résilient, c'est-à-dire qui surtout ne bougeons rien, parce que ça, je sais faire en termes de génie civil, mais prendre en compte les submersions marines, prendre en compte l'éco-conception, prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'intelligence. Et actuellement, force est de constater qu'il y a une paresse intellectuelle assez importante qui freine des innovations, qui freine des développements qui seraient salvateurs. Alors les chiffres, vous me demandiez quelques chiffres. Donc, moi, je suis géographe, aménageur, spécialiste des littoraux. Il y a des certitudes. Ces certitudes sont les suivantes. Pour le GIEC, il y a deux scénarios, enfin un scénario sûr et un qui était probable jusqu'à peu. Le scénario qui était probable jusqu'à peu, c'était quoi? C'était de dire en 2020, on arrête les énergies fossiles. Donc en 2020, d'un coup de baguette magique, plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon pour nous chauffer, nous transporter, etc. Bon, force est de constater qu'on n'y est pas arrivé. Ce qu'avaient prédit les experts du GIEC, c'était que si on arrivait à passer dans une civilisation décarbonée, on limitait à 30 cm l'élévation du niveau des mers et à peu près à 2 degrés l'élévation de la température en 2100. Alors actuellement, la moyenne de la planète, c'est 14 degrés, je crois. 2 degrés de plus, bon, ça fait 16. On va se dire, bon, pourquoi pas. Finalement, on mettra moins d'anoraks en hiver et ce sera plus sympa d'aller sur les plages dès le mois de mars. Le problème, c'est que métaboliquement, on est tous autour de 37 degrés. 1 degré de plus, 38, c'est une fièvre. 2 degrés, 39, ça commence à être problématique. Maux de tête, de gros problèmes en termes de transport de l'énergie dans notre corps, de vie, etc. Et 3 degrés, passer 5 jours, une fièvre de 40 degrés, c'est mortel pour 70% des gens. Donc on flirtait avec ce scénario probable avec des problématiques assez importantes. Le deuxième scénario, celui vers lequel on va, puisqu'en 2020, on ne va pas arrêter les énergies décarbonées, c'est celui de dire élévation du niveau de la mer 1 mètre et plus 3 degrés. Si on arrive à arrêter les énergies fossiles en 2050. Mais là où je rejoins Madame Emma Aziza, c'est que les experts nous ont dit, par contre, avec nos modèles actuels, les effets de cette élévation de 3 degrés sont imprévisibles. Acidification des océans, on est à 8,1, on est passé à 8,2 en moins de 100 ans. C'était l'évolution, enfin l'acidité, le pH de l'océan a évolué avec la même vitesse sur les 20 000 dernières années. Et nous, entre 1970 et 2010, on a gagné 0,1 point pH. C'était jamais arrivé. Les 2000 dernières années ont vu l'élévation de la mer de 1,50 m. Les 2000 dernières années. Les experts du GIEC nous prédisent qu'on va avoir plus 1 mètre en 100 ans seulement. Donc ces éléments, ils sont factuels, ils sont précis, ils n'obéissent pas à des modèles tirés sur la comète. Donc on est certain, aujourd'hui on peut le dire, qu'on aura plus 1 mètre en 2100 sur nos côtes. Voilà. Par contre, d'autres chercheurs critiquent ces données. Effectivement, c'était une publiée dans Nature qui est passée au mois d'octobre, qui disait quoi? Qui disait, le GIEC, ils sont bien gentils, mais ils ont été très indulgents. Nous, on pense, donc c'était la publi de Brown et Caldera, nous, on pense que les températures moyennes seront de plus 3 à plus 6 degrés, avec le scénario 2, donc arrêt des énergies décarbonées en 2050.
vers lequel on va gaiement, si je puis dire. Alors vous avez projeté effectivement les tendances, donc c'est extrait du cluster maritime sur les chiffres de l'OCDE. Donc les éléments clés, où est-ce qu'ils sont sur cette diapo? C'est l'extraordinaire développement de la mer et des produits transportés par la mer, autant que le tourisme. 95% des produits que vous consommez sont transportés par voie de mer. Du textile en passant par les biens de consommation courante, 95% au niveau mondial, je ne parle pas pour la France, prend le chemin en général de la Chine vers l'Europe, et puis l'Europe exporte les 3 bêtises, en tout cas pour la France, qui nous laissent encore un peu compétitifs, le Calvados, un peu de vin et encore. Bref, les grands flux se sont réorientés. Le tourisme, je l'ai dit, 500 millions dans 15 ans, c'est demain, 15 ans. Comment on va accueillir plus 150 millions de touristes dans des stations qui sont déjà au bord de la crise de nerfs? On le voit, les campings sont débordés, les transports, n'en parlons pas. Alors en plus, si on croise ça avec des aléas climatiques, la crise est prochaine. Et puis bien sûr, en trame de fond, une érosion de la biodiversité incroyable, jamais vue. On est entré dans la 6e grande extinction des espèces. Vous parliez de pression, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que si le but de l'aménageur, c'est le bonheur des populations, le support du bien-être de l'homme, il n'y en a qu'un, c'est l'environnement. Alors on va revenir sur la partie biodiversité, si vous voulez bien, juste après. Je voudrais d'abord faire réagir nos 2 autres intervenants. Jordi Serra-Vento, l'évolution du climat, on sait, on est tous d'accord sur donc, ces changements météorologiques, on l'a dit, la fréquence, l'amplitude, etc. Les répercussions et les changements que ça va avoir sur le littoral pour vous à court terme. Le micro, s'il vous plaît, prenez votre micro. D'abord, je vais prendre 2 paroles qu'a donné notre présentatrice, d'abord Madame Bigas. C'est prévoir et préparer. Voilà. Alors, du point de vue géologique, on a l'expérience déjà. Parce qu'il faut savoir, il faut connaître qu'il y a 18 000 ans, c'est loin ça, mais le niveau de la mer était 100 mètres dessous du niveau actuel. Ce niveau a commencé à progresser, à s'élever vers 18 000 ans jusqu'à 6 000 ans, plus ou moins. Si vous faites la division, ça fait 1 cm par année. Les taux calculés jusqu'à maintenant de l'élévation de la mer pour les changements climatiques est plus ou moins 2-3 mm par an en moyenne. C'est rien à côté de ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. Donc les systèmes, on les reconnaît à niveau de sédiments antérieurs, etc. L'évolution de la côte, pas à ce niveau-là, mais à plus proche, par exemple. On parlait de Sète tout à l'heure. Le littoral de Sète, on connaît bien comment il a changé depuis le temps des Romains, 2000 ans avant, jusqu'à maintenant. Il y a une thèse là-dessus de M. Courpe de Perpignan, à laquelle j'ai assisté aussi, on l'a aidé, etc. Et on connaît très bien comment le littoral de Sète a évolué. Même en temps actuel, il y a eu une étude dans le programme Érosion, etc., sur ces coins-là, comme site, disons, modèle, et on connaît bien ce qui se passe. Alors, on peut prévoir, comme disait Mme Bigas, oui, mais attention, parce que la climatologie est en train de changer, mais pas seulement la température, sinon aussi la météorologie, les vents, les régimes d'houle, etc. Ça, on ne connaît pas, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est-à-dire, l'aménagement littoral, tous les travaux publics qui sont sur le littoral sont faits sur les conditions actuelles. Comment vont-elles, ces conditions, changer? À mesure que ces conditions vont changer, il faudra s'adapter. Les conséquences sur le littoral, on a évoqué à plusieurs reprises le littoral
méditerranéen entre Barcelone et PACA. Si on regarde plus largement sur notre bassin méditerranéen, les conséquences de l'évolution climatique ne vont pas être les mêmes partout sur ce littoral. Non, bien sûr, parce qu'il y a des disons, conditions géomorphologiques du littoral qui sont fondamentales aussi. Vous avez un transport littoral, par exemple, il y a quelques centaines, milliers d'années aussi. Le Rhône, c'était la source la plus importante de sédiments, et de l'autre côté, l'Èbre. Alors, dès que ces bâtiments deltaïques ont progressé, ont avancé, ont progressé, la liaison entre cette source de sédiments a été interrompue. C'est-à-dire le Rhône Transporte plus? Transporte, oui, mais ces transports solides, disons, pas d'eau, n'alimentent plus la côte. D'accord. Il part en profondeur. Voilà. C'est-à-dire, revenons à l'exemple antérieur, l'îlot de Sète. La côte de l'arc, disons, du golfe de Lion, depuis le golfe de Lion, depuis le delta du Rhône, je veux dire, était du delta du Rhône vers les Pyrénées. Dès que cet apport n'arrive plus dans cet arc, ça a changé ce qu'on appelle les cellules sédimentaires. Voilà. Alors, c'est plus tout assez un d'apport de procès. sédiments pour pouvoir Maintenir, parce que maintenir la côte, la plage plutôt que la côte, est une formation sédimentaire, un équilibre entre les phénomènes, disons, marins et les apportations terrestres. Parfois aussi à petite proportion marine. Mais cet équilibre, évidemment, peut être interrompu par des phénomènes météo, etc., et aussi l'action de l'homme. l'action de l'homme. Un dernier point. Voilà. Alors, c'est compliqué de préparer, parce qu'on ne connaît pas les conditions du futur. On peut modéliser, on peut faire des numéros, des chiffres, etc., mais ces chiffres ne sont pas tout à fait réels, disons, réels entre guillemets. Voilà. Gilles Boeuf, un commentaire sur donc ces conséquences sur le littoral qui ne seront pas les mêmes sur tous les littoraux Non, bien sûr. de notre Méditerranée. Ça serait bien qu'on prenne aussi des exemples Bien un sûr. peu plus loin. D'abord, première question, pourquoi est-ce que la mer monte aujourd'hui? Il y a 3 raisons. Elle monte parce que la masse d'eau globale océanique s'échauffe, donc prend plus de place. C'est la première raison de la montée du niveau de la mer. La seconde raison qui est très importante, c'est la fonte des glaciers continentaux. On voit aujourd'hui ce qui se passe sur le Tolten. C'est le seul glacier Tolten fondé en Antarctique, c'est 7 mètres pour l'ensemble globalement de la planète d'augmentation du niveau de la mer sur le littoral. Et la troisième raison qu'on connaît moins, c'est le fait que l'humain aujourd'hui, par ses forages profonds, met dans le système Terre quelque chose qui ne serait jamais allé à la mer, c'est ces masses d'eau très profondes qui viennent alimenter aujourd'hui l'océan. Je ne parle pas de nappes phréatiques, je parle des nappes très profondes qui étaient coincées là dans le système Terre et qui seraient restées là. Et ce n'est pas négligeable, c'est au moins pour 10% dans l'explication de la remontée du niveau de la mer aujourd'hui. Et je reviens au chiffre que donnait mon ami à l'instant, il y a 19 000 ans, ici, à Lloret-de-Mar, la température était 4 degrés plus basse et le niveau de la mer 125 mètres plus basse. On n'a pas construit la grotte Cosquer en apnée avec des bouteilles sur le dos pour aller faire des matures sous-marines. Quand je vois les dolmens bretons aujourd'hui qui sont sur la plage, Erlanic dans le Morbihan, ils ne sont pas allés en apnée faire leur dolmen et leur tombe, ces types-là, évidemment. Donc il y avait une différence considérable. Alors, pour revenir à la remontée, c'est Annick Aznaf, qui est la spécialiste mondiale de ça aujourd'hui, elle est au Collège de France, en France, sur la montée du niveau de la mer. Pendant longtemps, il y a eu des discussions. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, oui, mais votre niveau de la mer, comment vous le montez, vous le mesurez? Par rapport au marégraphe et par rapport à la Terre. Mais si la Terre descend, on va voir la mer monter plus vite. Le Groenland, en ce moment, est en train de sortir de l'eau parce que la glace fond. Les milliards de tonnes de glace accumulées sur le continent font qu'elles sont parties et on voit le continent est plastique, le continent remonte. Donc c'est compliqué. Alors maintenant, les chiffres déterminants sont depuis qu'on a lancé les satellites. Depuis Topex Poséidon, donc on est en 92, il y a 5 satellites actuellement qui observent la Terre, le niveau de la mer au millimètre près. Et là, les données sont claires. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution.
effectivement, ça remontait très vite à une époque. Vers 12 000 ans, ça remontait pratiquement effectivement 5 cm par an. Et ça s'était arrêté. Depuis 5 000 ans, on était dehors du millimètre à peu près. Là, depuis 17 ans, on est revenu à 3,3 mm en moyenne. Ce qui fait on a gagné 7 cm globalement. En plus, ça ne monte pas partout de la même façon. Hein. Il y a des zones du monde où ça monte plus vite que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer scientifiquement et où c'est valable? C'est l'accélération du système. Ça monte beaucoup plus vite que ça ne le faisait il y a quelques centaines ou milliers d'années. Ça, c'est le premier constat. Alors après, comment est-ce qu'on va se débrouiller au niveau littoral? Et ça relance le débat qu'on a vu à la COP 21 à Paris sur les petites îles. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Retirez-vous du trait de côte. Ça, c'est facile à dire. Hein. Je me retire, mais quand je vis sur une petite île, j'arrive de l'autre côté. Et là, ça pose un réel problème. Alors, l'action de Kiribati, des Seychelles, qui ont été beaucoup rediscutées, si le fait qu'à la dernière COP, effectivement, c'est les Fidji qui ont eu la présidence de la COP, c'est pas par hasard. Ces gens-là sont concernés. Mais c'est pas que là. Je vais revenir en France. L'île de Sein, en France, elle va disparaître bien avant la fin du siècle, en fait. Hein. L'île de Sein, elle fait 1 mètre. Et puis, on a beaucoup de zones en France. Moi qui m'intéresse à la vigne, j'aime bien le vin aussi, c'est la belle biodiversité. En Médoc, chez nous, la hauteur moyenne des grands margots, c'est 10 mètres, 10 mètres. C'est en fait très très proche du niveau de la mer, en fait. Hein. Ce qui veut dire que, pour répondre à votre question de façon globale, ça va répondre en fonction de la configuration et de la géomorphologie du littoral. Alors, c'est effectivement la montée du niveau de la mer. C'est aussi, on l'oublie quelquefois, aussi des zones avec un effondrement de l'oxygène. Ça se produit en mer Baltique en ce moment. Vous avez des fonds océaniques, il n'y a plus d'oxygène. La température est plus élevée et il n'y a plus de vie. À part des bactéries anaérobies, il n'y a plus de vie. Il y a des zones aussi qui sont en train de s'hypersaliniser. Dans le delta en ce moment du Nil, parce qu'en plus on pompe le Nil, bien sûr. Hein. Le Rhône, on le pompe aussi, il n'arrive plus à la mer. Ce qui veut dire qu'on voit des zones qui sont en train de se sursaler, des zones qui sont en train de mourir parce qu'il n'y a plus d'oxygène. On parle de la montée du niveau de la mer. C'est préoccupant. Et puis c'est vrai que la mer, elle est quand même spéciale. C'est le seul écosystème qu'on ne peut pas détruire, la mer. On peut la polluer, on peut l'abîmer, on peut changer les... On ne peut pas la détruire. Qu'est-ce qu'on détruit? C'est le littoral. Regardez des images aériennes, on parlait de la Croatie tout à l'heure, même en Europe, allez voir Monaco. Vous survolez Monaco, qu'est-ce qui reste comme milieu en fait, ancestral? Même il y a 2 ou 3 siècles, je ne remonte pas à 3000 ans. Hein. Donc c'est vrai que la destruction du littoral, la pollution généralisée, c'est le premier problème au niveau du littoral. Et on prévoit qu'il y aura les 3/4 des humains qui vivront sur le littoral pour 2050. Pollution, destruction, dissémination de tout partout. En ce moment, on fait un travail, nous, sur les bateaux dans les ports. En Bretagne sur Roscoff, ou chez nous en pays catalan du côté d'Argelès ou à Saint-Cyprien, un ami qui est là tout à l'heure, on fait de la biologie moléculaire sur les coques de bateaux qui arrivent. On voit un tas de trucs, de bactéries, de virus qui débarquent d'Australie, qui débarquent d'Amérique du Nord, qui rentrent par les ports. Ils sont sur les coques des bateaux. Dissémination anarchique, destruction du littoral, pollution, aussi bien sûr la surexploitation. Et la Méditerranée est une zone qui est beaucoup trop surexploitée, ça c'est clair. L'autre jour, le marchand de poissons me disait chez moi, il vendait des lots comme ça. Alors ça me fout en boule chaque fois. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, il me dit, monsieur le professeur, à chaque fois que j'arrive, il va se cacher maintenant, mon marchand de poissons. Hein. Je lui dis, mais vous vous rendez compte? Il me dit, oui, vous comprenez, le Catalan, il aime la friture. Eh bien, le fils du Catalan, il bouffera des patates. C'est tout ce qui va se passer, en fait. Hein. C'est un problème de conscience générale où tous ensemble, on va dire non, basta. On peut vivre différemment. Et enfin, le climat qui change, qu'on évoque depuis tout à l'heure, ça fait beaucoup. Et ce littoral qu'on a expliqué si fragile, si important dans l'évolution de la vie et de l'humanité, il mériterait un peu plus que ce qu'on lui fait aujourd'hui. Donc c'est là effectivement que le débat est ouvert, et je suis entièrement d'accord avec ma collègue, l'incertitude elle est gigantesque. C'est pour ça que finalement on est contredit, controversé. On ne va pas remettre en cause le fait que l'humain ait un rôle. Et pourquoi? Parce que simplement ça va trop vite. C'est l'accélération des process qui nous montre bien que l'humain a un rôle dans le système. Dans le système général de refroidissement, de réchauffement, ça peut discuter pendant très longtemps. Et c'est là que nous tous, aménageurs, comme disait mon ami à l'instant, les chercheurs, on a fait un gros travail en France que je vous conseille d'aller lire. C'est le seul endroit où c'est très poussé, fait par les géologues sédimentologues de la région aquitaine, sur la remontée du niveau de la mer en milieu aquitain. C'est le rapport Le Treut. Le Treut est un climatologue du GIEC. Et c'est le seul endroit où, pas mètre par mètre, mais quand même kilomètre par kilomètre, on a fait une vraie prévision. Et enfin, on a publié récemment au niveau du ministère en France de l'Environnement un petit livre que vous pouvez télécharger sur Internet qui est les prévisions de remontée du niveau de la mer en France dans les 30 ans qui viennent, les prévisions de précipitation, les prévisions de température. Et puis, dernière question, sur la santé publique, on n'en a pas encore parlé. Quel est le rôle de ce changement climatique? Encore une fois, le climat a toujours changé. Le climat a toujours changé.
Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils changent trop vite. Et c'est là qu'on est préoccupé en ce moment. Emma Ziza, une réaction? Beaucoup de réactions même. Moi, tout ça, ça m'interpelle parce que quelque part, même moi, scientifique que je suis, qui suis au courant de tout ça, je trouve ça très angoissant, en fait, toutes ces données. Et moi-même, à mon échelle, je me sens assez impuissante, en fait, tout simplement. Je peux manger bio, je peux trier mes déchets, je peux faire des tonnes de choses. Mais à partir du moment où vous créez, en fin de compte, une distance par rapport à votre territoire en tant qu'individu et à ce que vous racontez, là on parle de l'Antarctique, on parle du Groenland, on parle d'autres choses, la plupart des gens ne voyagent pas, il faut être très clair. Donc plus vous créez une distance, finalement, plus vous donnez le sentiment d'en réduire le contrôle. Et ça c'est quand même intéressant parce que pour qu'on puisse s'adapter, il va falloir aussi adapter notre communication. Et tout ce qui est dit, c'est tellement vrai, c'est factuel, c'est scientifique, mais la plupart des gens qui vont devoir changer ne sont pas tous des scientifiques. Eux, ils ont besoin d'éléments très clairs, très factuels. Et là, ça m'interpelle parce que je lisais un livre dernièrement qui racontait un petit peu, justement, l'évolution des hominidés, avec toutes les théories qui se produisent, etc. J'en ai eu plusieurs. Et en fait, il y a quelque chose qui me marque, c'est qu'au cours des temps, alors qu'on ait une vision judéo-chrétienne, qu'on parle des 2000 dernières années, ou bien qu'on remonte à des millions d'années, voire des milliards, dans l'histoire de l'évolution des espèces de l'homme, je pense qu'aujourd'hui, l'homme est celui qui s'est le plus adapté au changement climatique de tout temps. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des aires glaciaires, on a déjà eu des éléments. L'homme, il a maîtrisé le feu, il a su faire appel à son intelligence. Et puis, je lisais des choses fantastiques comme ça où je me disais, mais c'est incroyable, rien que la bipédie déjà, etc., etc. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette adaptation qu'il a toujours eue, il a su maîtriser tous les éléments, il a su créer un habitat, on en a eu des crises majeures, des phénomènes extrêmes, il y en a toujours eu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, finalement, avec toute la technologie, toute la science qu'on a, aujourd'hui on a des ordinateurs, on est capable de rayonner, si vous voulez, à l'échelle de l'intégralité de la planète en temps réel avec l'ensemble des satellites. Aujourd'hui, finalement, quand on va sur les territoires, on se rend compte que on s'est finalement plus adapté. Pourquoi ? Parce qu'on s'est coupé de son territoire. On ne sait plus où on vit. La plupart des gens, déjà, il y a des démographies qui évoluent en permanence. Le Méditerranéen d'aujourd'hui, puisqu'on parle des Méditerranéens, c'est pas le Méditerranéen d'hier. Quand il arrive ici, il pense qu'il va trouver le soleil, que ça va être magnifique, etc. Combien sont tombés dans ce piège d'arriver et de voir une petite rivière bucolique magnifique avec un petit filet d'eau de 20 cm qui va monter à 4-5 mètres de hauteur d'un coup, ils vont rien comprendre, ils vont passer en PPRI rouge et puis ça va devenir une catastrophe pour eux parce qu'ils vont perdre leurs biens. Cette question-là, elle est factuelle, c'est le concret, c'est leur territoire. Et j'aimerais bien repasser du coup à cette échelle de l'individu, parce qu'elle est essentielle. Et je racontais une anecdote hier que j'ai racontée à l'Assemblée nationale devant les députés qui m'ont regardé comme ça, ils se sont posé des questions. En fait, je me suis baladée dans les territoires qui ont été inondés par la Seine en 2016. Et donc j'ai été, je ne sais pas si vous vous rappelez, des fameuses grandes inondations de la Seine qui ont été vraiment très médiatisées en juin 2016. On avait Nemours et Montargis qui faisaient partie des deux communes qui ont été complètement ravagées. Et donc je suis arrivée à Nemours, il y avait l'adjoint au maire, j'accompagnais une mission et puis je regardais un petit peu ce qui se passait. On était 6 mois après, on avait des rues qui étaient désertes. C'est-à-dire qu'une fois que les médias sont passés, ils sont repartis. Le territoire, il reste, lui. Il va justement devoir s'adapter. Et donc, je vois là, en fin de compte, des rues où on a des odeurs de moisissure terribles. On a la plupart des magasins qui sont fermés. Et puis j'avance et je vois à ce moment-là... je vais peut-être les laisser arriver. Allez-y. Je vois à ce moment-là un boulanger et il sort, il vient dire bonjour à monsieur le maire et puis il nous dit... Ah, écoutez, merci, regardez comme c'est fantastique, regardez tout ce que je viens de construire.
On m'a donné 300 000 € de subvention. J'ai tout refait à neuf, regardez mon nouveau four, etc. C'est fantastique. C'était la seule activité économique qui avait repris dans la rue, concrètement. Tout le reste était complètement encore ravagé. Et puis je m'approche et je le regarde, je lui dis écoutez, c'est bien ce que vous avez fait. Du coup, ah oui, j'ai fait un crédit de 200 000 € et puis j'ai reçu 300 000 € de subvention parce que j'avais été ravagée par les eaux. Et je lui dis mais est-ce que vous avez pensé à mettre des solutions qui permettent d'éviter à l'eau de rentrer dans votre bâtiment? Et puis il me regarde, il me dit pas du tout, on me l'a jamais dit. Pourquoi vous voudriez que je fasse? Ben non, on m'a pas prévenu. Je dis vous voulez dire qu'on vient de vous donner 300 000 € et qu'on vous a donné aucune préconisation? Vous savez, il existe ce qu'on appelle des bâtards d'eau qui évitent de rentrer l'eau. Surtout, on est sur des crues lentes, on n'est même pas sur des crues rapides. Là, on n'est pas à Vaison-la-Romaine. Donc, il y a quand même des choses qui sont simples à faire, des clapets anti-retour qui évitent à l'eau de pénétrer les eaux boueuses, si vous voulez, qui sont sales et qui vont pénétrer en plus chez les gens. Donc, on est sur du post-traumatique à l'échelle humaine et on travaille avec ces populations en post-traumatique et c'est vraiment compliqué. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est ça. C'est que on vit des choses aujourd'hui et non seulement on reconstruit, mais on reconstruit à l'identique et ça partout. Alors, je pense que la première des choses qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas agir à l'échelle planétaire, les ours polaires, on adore, on trouve ça super mignon sur les images, mais concrètement, moi je ne peux rien faire à mon échelle. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre de la cohérence dans notre propre territoire. C'est réussir à se dire, ok, j'ai un territoire, comment il fonctionne? Déjà, comment j'y habite, moi, dedans? Et donc, je pense que ça, c'est la base. Et la base, elle commence très jeune. Vous parliez du centre de recherche que j'ai créé. J'ai créé aussi une association qui porte le même nom, qui s'appelle l'association Mayenne, et qui intervient depuis maintenant 8 ans en Languedoc-Roussillon. Vous avez peut-être des enfants qui ont pu être formés, pour ceux qui habitent dans la région Montpellier-Rennes ou Nîmoise, qui en fin de compte, donc on a des ingénieurs qui interviennent tous les jours dans les écoles et qui sensibilisent les enfants au fait de comprendre que oui, il y a une rivière à côté de chez eux. Quel est le chemin entre chez eux et cette rivière? Pourquoi cette rivière elle est à sec une partie de l'année? Et finalement, comment c'est aménager leur territoire? On va jouer avec des jeux de rôle, avec des maquettes, on va leur apprendre à aménager le territoire, on va leur montrer si on crée une digue à droite, quelles conséquences ça aura à gauche, quelle est leur part de responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'individu. Alors cette action, je l'ai lancée il y a 8 ans. À l'époque, vraiment, j'avais juste cette passion de la pédagogie. Moi, je la préside bénévolement. Et si vous voulez, aujourd'hui, on a formé 50 000 enfants. C'est 50 000 enfants et c'est 100 000 parents derrière. Et donc, nécessairement, on va jusqu'au geste d'alerte. On leur apprend même à lire des images radar. C'est facile pour un enfant de comprendre ce qu'est une patatoïde avec une image radar. Les images sont gratuites sur Internet. Ils sont capables de mieux comprendre le système Vigicru. C'est très compliqué aujourd'hui, Vigicru. Très clairement, voire même les données de vigilance Météo France. Est-ce qu'on est orange à point jaune ou à point rouge? Vous pouvez me dire, quand on est en situation orange, je vais travailler ou j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Je suis en rouge à la limite, allez, on arrête le tramway, tout s'arrête. Mais quand je suis en... Et puis combien de situations jaunes où finalement on est à la limite et on bascule pas, et puis... ou bien un territoire qui va être en orange et puis l'autre qui va être en jaune, et puis finalement les nuages ils se décalent un petit peu. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'il y a 3 choses qui me semblent essentielles dans les expériences que j'ai pu noter. C'est premièrement, déjà, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va s'adapter, nous, à notre territoire? Quels sont les aléas, c'est-à-dire les menaces qui menacent notre territoire? Parce qu'on ne va pas trouver les mêmes solutions si on est face à de la submersion marine type Xynthia ou si on est face à une crue méditerranéenne. Et même en Méditerranée, sur le bassin de l'Aude, on ne va pas réagir du tout de la même manière que dans les PO. On ne va pas non plus réagir du tout pareil quand on va être dans les zones camarguaises ou bien dans le bassin rhodanien. À chaque fois, on aura un bassin différent, un type de réaction différent, un territoire différent. Et je pense que ça, c'est la base. C'est-à-dire que déjà, à quoi je suis confrontée, moi, déjà, à mon échelle sur mon territoire. Et deuxièmement, si on veut agir, l'essentiel, c'est de dire, mais à quel type d'enjeu je vais pouvoir amener cette expérience, c'est-à-dire ces solutions. Est-ce que je vais travailler sur les tissus économiques? Est-ce qu'on va travailler sur les populations? Est-ce qu'on va travailler sur les espèces, sur le territoire? Et à un moment donné, la seule chose qui est essentielle, et je laisserai un plus de parole, j'étais un peu longue, c'est qu'à un moment donné, ok, on a des aléas d'ordre scientifique, factuel,
matérialisable, risque de submersion marine, on est sur des scénarios en Languedoc-Roussillon très clairs. Aujourd'hui, on sait évaluer quelle est la hauteur. Mais derrière, si on oublie l'humain dedans, si on oublie celui qui habite dedans, et là je vous parle à vous parce que c'est vous qui êtes en direct finalement avec ceux qui vont habiter dans ce territoire-là, et bien finalement on passe complètement à côté. Si on ne sait pas mettre en place, et c'est facile aujourd'hui, sur Nîmes actuellement on mène un programme qui est un programme à la fois de recherche et d'action directe où on vise à rendre résilient un tiers de la population nîmoise au risque d'inondation. Si on est en train de le faire et qu'on sait le faire, c'est qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut le faire partout. Donc voilà, moi j'aimerais bien aussi qu'on aborde ces solutions tangibles, concrètes qu'on peut mettre en place parce qu'il y en a beaucoup. Alors, Sylvain Pioche, je voudrais qu'on revienne sur les conséquences sur la biodiversité. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que nous sommes entrés dans la sixième zone d'extinction, sixième extinction massive des espèces sur Terre. On va essayer de changer la diapo. Maryse, peut-être ouais. Voilà. Quelles sont les mesures préventives à prendre pour pouvoir freiner ces scénarios catastrophes de votre point de vue? Alors, ben voilà, tiens, il y a une image. Donc, c'est une publi de Barnowski qui a fait grand bruit dans Nature en 2011, qui a un peu inauguré une notion qui s'appelle l'anthropocène, c'est-à-dire une ère géologique qui est dominée par les activités humaines et où une seule espèce entraîne dans son sillage toutes les autres. Donc ça, c'est nouveau. C'est inconnu. Enfin, sur une seule espèce qui a autant d'impact sur toutes les autres, avec une vitesse aussi rapide, bon, on inaugure quelque chose. Alors bon, peut-être qu'on ne sera pas aussi fier de l'inauguration de ça que le vaccin contre la rage ou autre élément, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette étude, donc, qu'actuellement, en France, un tiers des oiseaux qu'on connaissait dans notre enfance, les perdrix, les rouges-gorges, même les moineaux dans les villes, ces populations, un tiers de ces populations ont disparu. Un tiers, c'est énorme. Mais c'est encore pas forcément révélateur, puisque bon, on voit toujours des mouettes, on voit toujours des oiseaux. Bon. Si on s'intéresse aux insectes, 80% en France des populations d'insectes ont disparu ces 30 dernières années. C'est extrêmement rapide. Alors là, pour le coup, c'est fulgurant. Un exemple simple, en Languedoc-Roussillon, gamin, quand on se baladait sur les chemins, les lucioles étaient fréquentes. Chercher une luciole le soir quand vous baladez la nuit, c'est quasi introuvable. C'est normal. C'est une des espèces les plus sensibles aux pesticides, notamment des vignes. Et un collègue, d'ailleurs, écologue, me disait que Languedoc-Roussillon allait payer très cher la culture de la vigne récente, avec jusqu'à 20 traitements préventifs des vignobles, des vignes qui sont devenues des terrains de tennis en terre battue, c'est-à-dire il n'y a plus une herbe, il n'y a plus un animal. C'est en train de changer quand même, parce que en l'agriculture bio, c'est 6% des terrains. Ça augmente chaque année. 6 à 8, ouais, enfin, 6 à 8, ça veut dire qu'il y a 92 à 94% des terrains agricoles qui sont farcis de pesticides et de produits qui doivent nous donner des aliments sains, mais non seulement qui polluent l'environnement, qui, je le répète, est notre support de bien-être. L'homme ne peut pas vivre sans son environnement. Il faut être clair, dans les années 50, 60, il y avait un technicisme, un scientisme ambiant qui disait, et c'était des publicités des années 60 aux États-Unis, qui disaient, au lieu de s'embêter à cuisiner un poulet ou des courgettes, vous avalerez une pilule de concentré de protéines, une pilule de concentré d'eau, une pilule de concentré de glucides et de vitamines. Et avec ces 3 pilules, vous êtes en bonne santé toute l'année. 2015, plus de 70% des cancers sont liés à des causes environnementales. Actuellement, le retour au bien vivre, cette reculturation de la nature et renaturation de la culture, comme le disait Jean-Marie Pell dans les années 70, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on redécouvre que l'homme, sans une nature en bon état, il est malheureux, pour faire simple. Donc pour revenir à cette figure, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on vient de rentrer dans la 6e extinction massive des espèces. C'est-à-dire plus de 30% des animaux qui ont disparu à cause d'événements qui jusqu'ici étaient plutôt en lien avec les changements climatiques, des accidents divers et variés, et qui actuellement sont liés à l'activité humaine. Donc
La première cause d'érosion de la biodiversité au niveau mondial, c'est l'artificialisation. La deuxième, qui a été rappelée d'ailleurs, c'est l'introduction d'espèces invasives, c'est-à-dire la modification des milieux par ces flux engendrés par les activités économiques notamment. Et puis troisièmement, le grand cortège des pollutions et de la surexploitation, aussi bien des mers que des terres, la forêt, la surexploitation des ressources non renouvelables. Tout ceci amène à quelque chose qui ne fait pas la une des médias, effectivement. On entend rarement parler. On va plutôt vous parler de problématiques qui sont à des échelles sur lesquelles vous n'avez aucune action, hyper angoissantes, qui sont intéressantes d'un point de vue, je dirais, d'une culture mondiale générale, mais sur lesquelles on n'a aucune prise. Le jour où le journal de TF1 ouvrira sur le fait qu'un automobiliste s'est arrêté pour ramasser un plastique sur le bas-côté et que ça fera la une des journaux, c'est-à-dire des choses qui sont dans notre échelle d'action, là on pourra se dire, au niveau politique, au niveau d'une vision de l'homme sur une seule planète, parce qu'il faut rappeler que notre planète elle est finie, pour l'instant on ne sait pas aller sur Mars, aura changé. Mais pour l'instant, le courage des élus, il est moins sur des aspects de proximité, ce que disait tout à l'heure Emma Aziza, c'est-à-dire de la co-construction des territoires, de la concertation avec les citoyens, que sur des grandes annonces à coût de centaines de millions d'euros ou de milliards sur des programmes, des projets, mais qui sont finalement très loin de notre cercle d'action ou de nos possibilités d'agir. Et donc de repenser à toutes ces échelles, c'est important. On n'est pas que des globalisants, globalisés, on n'est pas que sur des conflits mondiaux, on n'est pas que sur des inondations ou les autos ou en Amérique du Sud, on est aussi au quotidien confrontés à des gens qui ouvrent leurs vitres et qui balancent leur McDo par la fenêtre. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ton poissonnier vendait des poissons sous taille et que tu t'en révoltais, s'il avait 200 personnes dans la matinée sur son étal qui lui disent je vous achète votre poisson à la bonne taille, mais celui sous taille, c'est dégueulasse. Le gars, il changerait vite. Et c'est évident. Mais ça, ce n'est pas un message qu'on entend couramment. Et pourtant, c'est le message des élus. Les élus, ils sont payés pour quoi ? Pour anticiper le problème, pour que les gens vivent heureux et vivent bien. C'est ça le job d'un élu. Ce n'est pas de nager dans un océan de bonheur, malheureusement. Il y en a deux que je connais bien là. C'est de préparer... Prêt pour la deuxième table ronde. Je pense qu'ils vous répondront. Un élu, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je suis capable, pour des gens faibles, des gens qui n'arrivent pas à anticiper ces problèmes, ces changements, d'endosser les lunettes du visionnaire, les lunettes de celui qui se projette dans votre vie suractive ou à votre culture, vos connaissances, vous ne pouvez pas le faire. Et moi, élu, c'est à moi d'anticiper le futur et de vous prédire un avenir qui sera meilleur que celui que vous avez vécu. Et malheureusement, l'avenir qu'on prédit pour nos enfants, à l'heure actuelle, il n'est pas meilleur. On n'arrête pas de le dire. Les lucioles, moi, à mon fils, j'ai du mal à lui en montrer à Sérignan, à Villeneuve, où j'ai grandi le soir, dans les champs où j'allais jeune avec mon père et mon grand-père. Jordi Serra-Ravento, on est toujours sur les conséquences sur la biodiversité de ce changement climatique. Le micro, toujours le micro. Oui. D'abord, pour complémenter ce que vous venez de dire, il y a un petit point qui me préoccupe beaucoup depuis quelques mois. J'étais invité à un workshop avec les pêcheurs de la Catalogne Sud, disons Sud, Barcelone vers le delta de l'Èbre, où ils ont constaté un problème très important, c'est-à-dire la décroissance de naissance des espèces poissons et autres. Qu'est-ce qui est arrivé ? Dans les dernières 3-4 années, il y a une descente en chute, disons, et à la conclusion, on est arrivé à un point qui est très préoccupant. C'est les produits pharmaceutiques qui passent le central d'épilation littorale. Pourquoi on constate ça de Barcelone vers le sud ? Parce que la grande pollution, c'est Barcelone, bien sûr. Pollution qui est traitée, les eaux sont traitées, mais il y a des produits qui passent. Alors, les courants généraux longent la côte vers le sud, et ces problèmes, on les constate au sud de Barcelone. C'est-à-dire, il y a des produits pharmaceutiques, les gens que vous voulez, la pilule, etc., qui passent en mer. Et ça fait un effet très important
qui va devenir plus important. Alors, c'est un problème. Il faut le résoudre. Comment? Je ne sais pas. Sur ce question de pollution, il faut bien voir que c'est global. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord quand on dit qu'on ne peut rien faire. On peut tous faire quelque chose à son échelle, en permanence. Oui, on est d'accord. Hein, on fait des conférences comme celle-ci, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, ce matin, tous ensemble là? On réfléchit à des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, moi, je ne suis pas un catastrophiste. Je me refuse à être ça. Qu'est-ce que je dis à mes étudiants? Vous ne vivrez pas comme vos parents et vos grands-parents. Parce que si on veut s'adapter, il faut changer. Einstein l'avait déjà dit, moi je suis physiologiste, depuis la nuit des temps, aucune espèce vivante ne s'est adaptée à des changements extérieurs sans changer. Le problème, c'est qu'on ne change toujours pas. Donc comment est-ce qu'on fait ceci? Donc on peut tous à notre échelle faire quelque chose. Les perturbateurs endocriniens, c'est un vaste problème. Hein. L'autre jour, il y a un pêcheur qui m'a amené un flet, un petit poisson plat, là. Il avait un testicule, un ovaire. Il était un garçon et une fille. Voilà. Il n'avait rien demandé, lui. Hein. Tout ça parce qu'il y a un tas de produits féminisants qui se baladent. C'était un mâle au début, ce truc. Et puis, j'ai fait un truc qui est terrible. Je l'ai auto-fécondé avec son testicule et son ovaire. Ça a marché. Mais ce n'est pas terrible le résultat hein, sur la puissance génétique de ce que je vais créer ici. Donc, c'est ce genre d'événements qu'on vit en permanence. C'est une anecdote, mais c'est intéressant à raconter, en fait. Où je suis entièrement d'accord avec mon ami ici, c'est l'éducation. Il faut reprendre ça vraiment, vraiment avec les enfants. Au tout démarrage, il faut mettre un cours d'écologie à l'école nationale d'administration en France. Ils n'en font pas. Il faut des cours d'écologie partout, il faut démarrer en CP. Et c'est vrai que ça changera les choses. Et là, effectivement, peut-être que demain, on reverra des lucioles, en fait, l'effondrement des insectes volants qu'on évoquait tout à l'heure, la question des oiseaux, ils n'ont plus rien à bouffer, les oiseaux. Pourquoi les abeilles disparaissent? Alors, on parle bien sûr des pesticides. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule. Il n'y a plus de fleurs. Vous avez des longues périodes de l'année durant lesquelles il n'y a pas de fleurs. Donc, on relancera les abeilles. Juste 2 chiffres. Il y a 20 ans, en France, 40 000 tonnes de miel. Et ça rapporte le miel, hein. 18 000 aujourd'hui, sur 20 ans. Ça va très très vite. Relançons un programme avec le monde agricole. On ne va pas redémarrer des pollinisateurs sans le monde paysan. Le type, il pourra être apiculteur et fermier, il n'y a pas de problème, bien sûr. Hein. C'est ça qu'il faut reprendre. Il y a plein de petits exemples qu'il faut reprendre comme ça. Et ce qu'il faut simplement dire tous ensemble, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Tout ce qu'on raconte là, le probable, il est un peu inquiétant. On l'a dit tous ici. Hein. Il est inquiétant, ce probable-là. On a plein d'incertitudes. Eh bien, on fait tout pour que ce probable-là qu'on nous prédit ne se produise pas. C'est ça le genre de discussion qu'on a en ce moment tous ensemble. Et pour ça, vous êtes indispensables. Le monde de l'entreprise est vital. Il nous faut de la recherche très fondamentale, il faut qu'on la fasse. Ça, c'est clair. Et c'est forcément le rôle des États. Aucune boîte ne fera des travaux très fondamentaux. Ça ne les intéresse pas, il n'y a pas de business à faire. Puis je comprends, hein, ça coûte assez cher aussi. Il faut ensuite la recherche appliquée, les sciences de l'ingénieur, où là, on va appliquer ces connaissances pour faire des technologies beaucoup mieux pensées, parce que la vraie innovation, vous devez tous innover ici. Pour moi, c'est quoi l'innovation? On fait mieux qu'avant, on l'a dit. On le fait avec une parcimonie d'énergie, beaucoup moins de gaspillage d'énergie. Et surtout, on l'a fait sans produire de produits toxiques que la Terre ne s'est pas dégradée. Là-dessus, vous rajoutez qu'il faut la faire pour tout le monde, et ça y est, on aura de l'innovation. Et pour ça, l'entreprise est essentielle. La recherche fondamentale, les sciences de l'ingénieur, la recherche appliquée, et l'entreprise, c'est quand même elle qui crée les emplois aujourd'hui. Hein. Donc tout ça mis bout à bout, et un geste d'ONG de temps en temps, parce qu'il nous rappelle des fois des trucs qui nous titillent sur des choses qui sont un petit peu compliquées. C'est ça qu'il faut qu'on mette en place, et ça on peut le faire à toutes les échelles finalement. Et pour terminer, je dirais que cette économie actuelle, qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant, elle a vécu. On voit à quoi elle nous a amenés. Hein. Voilà. On doit changer. We have to change. Alors justement, on a dressé des constats jusqu'à présent qui sont quand même assez inquiétants, et on va poursuivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des points positifs en opposition à ce pessimisme un petit peu ambiant et systématique? Je ne me considère pas comme un pessimiste. Je dirais simplement qu'il faut un réalisme. Alors le point optimiste aujourd'hui, c'est qu'on est en train de reboucher le trou dans la couche d'ozone. Voilà, en voilà un. Il faut quand même voir comment on l'avait fait. Hein. L'homo sapiens, si génial, si intelligent, si incroyable, il fait un trou dans la couche qui protège la Terre avec des gaz pour se raser. Il faut quand même le faire. Quand même, hein. En niveau d'imprévoyance, il n'y a pas beaucoup mieux que ça, effectivement. Hein. On s'est appelé sapiens. On a une imprévoyance totale. Pourquoi aujourd'hui on a ces problèmes-là? Parce qu'on a pris les énergies fossiles. Et qu'est-ce qu'avait fait le système Terre? Il avait stocké le pétrole, le plancton océanique sous forme de pétrole, et les grandes forêts de carbonifères sous forme de charbon. Et qu'est-ce qu'on fait? On le remet dans le système qui réagit, bien sûr. Hein. C'est là, effectivement, qu'on peut faire quelque chose. Donc je pense que ce n'est pas le pessimisme. De toute façon, il est trop tard pour être pessimiste aujourd'hui. Hein. Mettez-vous ça dans le crâne. Aujourd'hui, il n'y a que de l'optimisme
réfléchi, mesuré, intelligent, du partage, de l'humilité, tout à l'heure on l'a dit, c'est pour ça que je crois beaucoup au niveau associatif, et puis aussi de l'amour, en fait, finalement, c'est ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, et réharmoniser l'humain avec cette nature qui l'entoure. Là, je crois que ce n'est pas du pessimisme, mais il faut tous qu'on commence tout de suite, là, maintenant, hein, en quittant la salle. Partez pas tout de suite, on n'a pas fini notre matinée. Jordi Serra Raventou. Le micro, toujours. Chaque fois la même chose. J'ai entendu le mot catastrophiste, juste un peu avant. Et je veux dire qu'il ne faut pas être catastrophiste. Mais même les gens qui préparent ces genres de documents, c'est le Climate Change in Catalonia, publié il y a quelques mois. Dans ces documents, dans ces rapports, il y a une image qui est totalement catastrophiste, publiée par les techniciens, les scientifiques, etc. C'est l'évolution du niveau de la mer et sa répercussion sur le delta des Lèvres. Je ne sais pas si on peut passer ça. Je vais essayer de me rapprocher un peu des gens pour montrer cette photo et je vous laisse la commenter pendant ce temps. Je l'ai en diapositive, mais... Mais on n'a dit pas de diapositive, je sais. Bon, dans ce rapport, l'augmentation du niveau de la mer d'un demi-mètre et un mètre après, dans quelques années, le delta des Lèvres, sur ce rapport, disparaît totalement. C'est-à-dire une surface de plus de 400 km². Ce n'est pas le delta du Rhône, mais presque, disons. Ça veut dire quoi? Que ceux qui ont prévu ce modèle, c'est un modèle qu'on appelle baignoire, je ne sais pas si en français on l'appelle comme ça, le modèle de remontée du niveau avec une base seulement topographique. Mais ça veut dire, un delta, vous savez ce que c'est un édifice sédimentaire. Dès que la mer remonte, il réagit. Il y a une résilience des phénomènes de dynamique littorale qui fait que ces corps sédimentaires se rétrogradent soi-même et qui augmentent de niveau. Ce n'est pas prévu là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si disons, les auteurs de ce rapport n'ont pas eu en compte la résilience littorale, on n'a rien à faire. C'est catastrophisme. Voilà. Oui, une réaction sur les éventuels points positifs. Et puis, je voudrais qu'on aborde le point de l'érosion du littoral en lien avec le trait de côte et son retrait. Oui. Non, effectivement, je rebondis. Plein de choses qui me parlent. Moi, il y a 10 ans, j'avais assisté à une conférence de spécialistes qui mettaient en évidence qu'effectivement, il y avait toutes les espèces de poissons dans la plupart des rivières de France ont aujourd'hui quasiment disparu. Il y a entre 3 et 4 espèces qui restent dans la plupart des rivières, notamment la Dordogne qui est soi-disant la moins exposée. Je vous donne 2 exemples parce que moi aussi ça me fait réagir, ça me parle. Et effectivement, cette question de la féminisation des poissons et des mâles qui réagissent comme des femelles, qui couvrent leurs œufs et puis finalement qui couvrent plus rien parce que combien de femmes prennent la pilule aujourd'hui? Est-ce que la solution effectivement c'est d'arrêter la pilule? Ça c'est une autre question. Les femmes évoluent aussi, elles prennent leur vie en main aussi. Donc il y a tellement de complexité de questions. C'est certain, c'est certain. Et puis en plus, c'est cette eau qu'on boit aussi. Donc ça veut dire qu'on boit des taux d'hormones féminines aussi à outrance. Depuis qu'on est petit, on peut aussi se poser des questions. Moi, ça fait très longtemps que je me la pose cette question. Et puis j'ai encore un autre exemple, juste pour vous parler d'un petit fait marquant. Il faut savoir que dans les grands cours d'eau majeurs qu'on a en France, les lâchers de barrage, en fait, contrôlés par EDF, si vous voulez, qui vont faire que le petit poisson, il va aller dans sa petite frayère tranquillement poser ses œufs, et puis d'un seul coup, il va se prendre une chasse, et puis il va plus rien avoir, parce que même quand la femelle réagit comme une femelle et qu'elle pond ses œufs, finalement, il y a tout qui est chassé. Pourquoi? Parce que en France, les cours d'eau, les lâchers de barrage sont en fonction du cours de la bourse et de l'électricité, et absolument pas, finalement, donc, il y a des incohérences qui sont absolument terribles. Alors, je suis bien d'accord. Maintenant, je voulais vous parler de choses peut-être plus concrètes, on parlait tout à l'heure de solutions
à l'échelle, si je peux me permettre, peut-être vous repartirez peut-être un peu sur le littoral après. Je voulais parler d'exemples concrets. Tout à l'heure, je vous parlais de retourner à l'échelle des populations, de retourner, alors on parlait des enfants, c'est essentiel, pas que les enfants, les populations. Les populations, il faut savoir leur prendre la main pour les accompagner, pour les aider. Alors, je voudrais vous donner 2 exemples d'actions qu'on mène. Moi, je suis une structure un peu particulière, un peu atypique. Je viens du monde de la recherche. Et puis, j'ai décidé de créer un centre de recherche qui a été agréé par le ministère de la Recherche, mais qui, pour autant, est privé. Donc, en fait, qui nous donne toute la liberté qu'on veut sur nos recherches. Mais surtout, on fait de la recherche-action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mène une action sur un territoire, en même temps, ça nous permet d'avancer sur l'état de l'art. Et c'est peut-être une manière un peu différente de voir les choses, parce que c'est rare en France. Quand vous allez vous balader au Canada ou aux États-Unis, c'est quand même assez courant d'avoir des centres de recherche privés, puisque la plupart des universités sont privées. Et donc, en fait, la question, c'est, on mène une action, mais par contre, derrière, on va se poser des questions sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que chez moi, j'ai des hydrologues, la plupart sont docteurs, mais ce sont des hydrologues qui vont travailler avec une psychosociologue environnementale, qui va travailler avec un hydraulicien, avec un géographe des risques, avec des spécialistes de la communication ou de la pédagogie. Et puis tout ça... De façon transversale d'étudier. Avec cette transversalité exactement et cette pluridisciplinarité, parce que je pense que la solution à apporter sur les territoires, elle est là. Il n'y a pas juste un élément à donner. C'est finalement une multitude de facettes qui vont pouvoir apporter une solution donnée. Alors, je vais vous donner un exemple concret de ce qu'on a mené depuis plusieurs années dans 2 territoires donnés qui ont été les premiers territoires sur lesquels on a agi. Et actuellement, ça représente le modèle en France de ce qu'il faut faire. Et donc, tout le monde est en train de commencer à s'y mettre. Et donc, vous avez peut-être entendu parler de 2 programmes. Il y en a un qui s'appelle Nîmes à l'abri et l'autre qui s'appelle Les à l'abri. Alors, Nîmes à l'abri vise à protéger 5000 maisons, 5000 bâtis, en fait, privés, et 2000 entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on a visé un tiers de la population qui était située en zone rouge. Donc, elle est très fort face au risque d'inondation. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans une conduite au changement. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de travaux, mais on est par contre juste avant, en amont. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on a souhaité faire? Et c'est justement cet apport de la recherche qu'on a amené sur le territoire qui nous a amené à aller plus loin. C'est qu'en fin de compte, on rentre à l'échelle de la famille, on va d'abord essayer de comprendre quelle est leur perception du risque. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'ils ont vécu, par exemple, à Nîmes 1988, 2014? Quel est leur éloignement face au risque? Est-ce que ce sont des nouveaux habitants? Et puis, parfois, on est sur des situations post-traumatiques. C'est un vrai problème, parce que derrière, il faut créer une confiance, un échange. Et puis ensuite, on va analyser 2 niveaux. On va analyser la vulnérabilité structurelle du bâti. Ça veut dire qu'on va devoir former nos ingénieurs à l'architecture, à l'urbanisme, à la psychologie, à tout ce qui est post-traumatique, à la géographie des risques et notamment à l'hydrologie, puisqu'on va déterminer exactement quelle hauteur d'eau. Donc en fait, on forme des moutons à 5 pattes qui vont juste venir accompagner les territoires et accompagner la population. Et donc, on va créer non seulement un échange, une confiance, on va être capable de mesurer si c'est du parpaing plein ou pas, et de voir si, effectivement, quel revêtement de sol serait préférable parce que hydrophobe. Et on va préconiser des mesures. On va pas préconiser des mesures parce qu'elles sont les plus chères, mais parce qu'elles sont les plus efficientes. Ou parce que, en fait, tout est question. On peut très bien mettre un clapet anti-retour à 15 € et éviter une inondation majeure à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtard d'eau, ça coûte rien. Si tout le monde en avait, demain, ce serait complètement différent. Je pense que dans chaque projet d'aménagement que l'on met en œuvre, et nous, on est situé juste en amont, mais on est situé aussi face aux populations qui sont marquées et traumatisées. Je parle des inondations, je peux parler aussi des effets de sécheresse qui sont quand même importants et à une autre échelle. Mais si vous voulez, je pense que cette question, elle doit être prégnante, elle doit être posée tout le temps. À chaque projet qu'on mène, on doit se demander finalement sur quel territoire on est, comment on va pouvoir mettre en place des solutions, parce que sachez qu'il existe des solutions adaptées. On a par exemple développé une méthode spécifique pour le bâti collectif. C'est très compliqué le bâtiment collectif. C'est votre domaine, ça l'est moins le mien. Mais si vous voulez, quand vous mettez une solution en place à l'échelle du rez-de-chaussée, et que derrière vous évitez de rentrer l'eau, donc il faudra que la personne mette ses bâtards d'eau, etc.
Mais si la personne est en vacances, elle n'est pas là, et que vous laissez l'eau rentrer dans le bâtiment, bah finalement, par percolation, par humidité, etc., tout ça, et c'est moins mon domaine, bah, on va atteindre tout le bâtiment. On sait très bien que la question, c'est pas qu'est-ce qui va être sous l'eau, mais c'est ce qui va être atteint finalement par cette eau. Vous pouvez avoir un stock de 10 mètres de hauteur, il sera touché, il y aura des moisissures partout. Ce que je veux vous dire, c'est que on est capable de mettre des solutions en place. Et juste un petit élément, il faut rajouter de la cohérence dans tout ça. C'est-à-dire que si on préconise un étage refuge, par exemple, dans une maison, et là je parle de solutions peut-être plus à l'échelle du bâti, on est dans le plus concret, mais faut-il encore que les gens sachent quand y aller ? Ça ne sert à rien de créer un étage refuge si les gens y dorment et si les gens n'ont pas compris. Donc si vous voulez, ce qu'il faut amener au-delà du structurel, c'est de l'organisationnel. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en la reprenant les gestes d'alerte à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une entreprise, parce qu'on peut conduire les gens au changement, mais je pense qu'on a encore besoin de les accompagner en leur donnant la main aujourd'hui pour que vraiment ça change et qu'il y ait cette confiance qui se recrée sur les territoires. Alors, un dernier mot, parce qu'on se rapproche de la fin. Nous avons évoqué ensemble cette érosion du littoral, ces changements climatiques, avec donc la nécessité d'avoir une vision maintenant très concrète, de façon à ce que les conséquences pour l'évolution et en particulier de l'habitat, qui est une vraie question, et je fais transition avec notre table ronde suivante, il est important. Vous avez tous dit qu'il était important de bien comprendre l'ensemble du processus qui conduit à cette transformation climatique, et forcément ça va avoir un impact sur la vulnérabilité des habitats et en particulier sur les littoraux. Il va donc falloir s'adapter. Concrètement, il va falloir appréhender différemment les mesures reconstructives pour prendre en compte ces évolutions de climat, en intégrant, on l'a dit, hein, et vous le signalez à l'instant, toutes les dimensions, celles des professionnels, mais aussi celles des habitants des différents lieux. Quelles vont être les conséquences directes sur l'habitat, et qu'est-ce qui va se passer si rien n'est fait? Sylvain Pioche. Alors bon, là on est dans les solutions. Les solutions, c'est toujours des jeux d'échelle. Hein. Bon, désolé en géographie. Donc il y a la planification, c'est les SRADET, les SCOT, les PLU. Donc c'est des documents dans lesquels les aménageurs, les élus, les citoyens, mais surtout les forces vives de la construction et du bâtiment sont appelés à interagir. Et malheureusement, c'est très difficile d'arriver à mener une concertation sur ces documents parce que les délais sont souvent courts. C'est des bureaux d'études qui sont délégués par des maîtrises d'ouvrage publics, les agglos, les métropoles, même la région. Donc là, il faut mettre en place des états généraux de la planification et de l'aménagement face à l'urgence de la biodiversité, du climat, et notamment sur le littoral avec toutes les agressions à court terme. Donc de réfléchir à comment on planifie l'aménagement des territoires, et on ne laisse pas ça à des BE, à des bureaux d'études pilotés par des politiques qui ont leur objectif, mais ça devient un fait de société. Ça devient des questions de territoire, des questions de vie au jour le jour. Donc les outils numériques pour la concertation, on y travaille à la région avec le e-débat par exemple, sont importants. Donc la planification. La deuxième échelle, c'est le projet. Le projet, c'est ce qu'on construit. C'est le bâtiment, c'est la rénovation d'un ouvrage, c'est l'extension d'un port, c'est une digue, etc. Et donc là, je dirais à très court terme, on voit très bien que les génies civilistes, Gilles parlait de l'ENA, moi je donne des cours à l'école des mines, je donne des cours au TPE, enfin à l'École nationale des travaux publics de l'État, à Lyon. Donc les ingénieurs, finalement, qui vont avoir à valider les process lors des maîtrises d'ouvrage et puis des maîtrises d'œuvre, qu'elles soient publiques et privées. On voit très bien que l'approche environnementale, ce n'est pas leur tasse de thé, pour le dire poliment. C'est-à-dire comment éviter les impacts sur l'environnement, comment les réduire. Ce n'est pas des notions qui sont dès le début de la conception des projets. C'est des notions qui sont à la fin de la conception du projet, confiées à des bureaux d'études en environnement. Alors il y en a d'excellents en Languedoc, on a des leaders, à Biotope, Egiso, BRL Ingénierie, Créocéan pour le milieu marin, très bien. Sauf que ces gens-là, ils essayent de rattraper, entre guillemets,
des impacts qui n'auraient jamais eu lieu si, dès les phases de conception d'un projet, je pense au port La Nouvelle, par exemple, l'extension du port de Sète, il y a des erreurs qui ne peuvent pas être rattrapées lorsqu'on arrive en phase d'avant-projet définitif, c'est-à-dire le pro doit être pondu dans les mois qui viennent parce que le DCE va arriver et que les entreprises sont derrière à dire quand est-ce que vous sortez votre document de consultation d'entreprise, parce qu'il y a des enjeux économiques. Donc on voit très bien que si, dès les phases initiales d'un projet, et c'est quoi la phase initiale d'un projet? C'est l'idée. C'est un élu qui dit « moi je veux un port plus important ». Je pense à l'écoport de Sérignan. Et si l'impulsion n'est pas donnée par l'élu pour dire « mon idée, elle sera intégrée à l'environnement ou elle ne sera pas », ben le coup il est parti et c'est fini. C'est-à-dire que, et je sais que c'est compliqué pour les aménageurs, c'est compliqué pour les entreprises travaux publics, mais si on ne s'y intéresse pas, nous, universitaires, chercheurs, et vous, élus, mais qui c'est qui va se... Enfin, les entreprises, finalement, elles sont à la fin. Si l'idée et l'impulsion, elle n'est pas en amont, on ne va pas demander à une entreprise de faire, je dirais, différent de ce qu'elle sait très bien faire. Par contre, s'il y a des bonus, s'il y a des gratifications, s'il y a une mise en valeur de choses différentes, nouvelles, innovantes, qui vont dans le sens de l'intégration de l'environnement, donc là, vous avez présenté un exemple tout bête, les corps morts pour ancrer les navires. Classiquement, c'est quoi? C'est des pneus remplis de béton avec un anneau, et on met une chaîne et une bouée, ou un cube en béton. Et là, la commune de Dé, en Guadeloupe, on est dans un parc. Ben, le parc a dit, écoutez, et l'élu, d'ailleurs membre du parc de Guadeloupe, a dit, ben, écoutez, moi, mes corps morts, je veux qu'ils intègrent l'environnement dans leur conception. Donc le BE, à l'époque, c'était SAFEJ, je suis à l'environnement maintenant, a travaillé avec des universitaires dont je faisais partie, et on a sorti ces corps morts qui valent 5 000 € livrés sur site et posés. C'est-à-dire qu'ils sont concurrentiels avec des corps morts, donc des corps morts de 5 tonnes, là c'était pour des grands navires de plaisance, qui sont concurrentiels en coût, puisque le surcoût il est d'à peu près de 1%. C'est ridicule. Mais dès les phases initiales de la conception du projet, l'intégration de l'environnement a été prise en compte. La différence de ces corps morts, qu'est-ce Alors, que ces c'est corps par rapport morts, aux autres? alors déjà, Voilà, d'un qu'on point de vue, comprenne bien. voilà. Alors donc en haut à votre droite, vous voyez des imitations de racines de mangrove qui sont faites avec des PEHD. Ce sont des plastiques utilisés pour la culture d'huîtres et de moules, donc qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, avec des durées de vie de 50 ans. Le béton, il a été mélangé avec des coquilles de lambi qui étaient en stock, enfin qui étaient jetées en fait pour améliorer leur rugosité. Donc ça, c'est l'école des mines d'Alès et le laboratoire des matériaux qui nous a amené ce savoir-faire. Et puis il y a des trous qui sont percés de 3 dimensions. Ces trous, en fait, ils permettent, alors non seulement d'avoir un effet ventouse pour l'ouvrage en dessous, mais également pour les trous horizontaux d'accueillir des juvéniles de langoustes pour les petits. Des préadultes, c'est la photo que vous avez, oui, la photo en haut à votre droite. Vous voyez une dalle en béton au-dessus de l'ouvrage poids qui permet d'accueillir des préadultes et de langoustes et de poissons. Et puis les racines de mangrove, donc c'est la photo centrale du haut, qui permet de stabiliser l'ouvrage. Et c'est la photo également en bas à gauche. Donc ça évite le renversement de cet ouvrage et en même temps d'accueillir les juvéniles en reproduisant des mangroves qui ont été détruites sur la Guadeloupe. Alors ces ouvrages, il faut savoir que l'entreprise avait fait, on va dire, un pseudo-chantage en demandant un coefficient de complexité, donc pour les hommes de l'art, vous verrez ce que c'est, hein, de 2, en disant, ben voilà, comme on ne l'a jamais fait, ben ça va être 2 fois plus cher. Et le bureau d'études nous a demandé, nous, universitaires, de faire, et l'école des mines, de simuler le coût. Donc on leur a dit, ben non, c'est pas plus cher. Techniquement, voilà la mise en œuvre. Et donc ça a résisté à la tempête Irma, ça a été posé en 2003, et toutes les photos que vous avez sur la droite du document, c'est des ouvrages qui ont résisté dans des fonds de 5 à 7 mètres à des houles de 13 mètres, et dont une de 16 mètres au large de Dé. Donc c'est Irma, la tristement célèbre tempête de l'an passé au mois de septembre. Donc ces ouvrages ont parfaitement rempli les 2 objectifs que l'humanité doit se donner à partir d'aujourd'hui. Un, répondre à des besoins humains, économiques, techniques, l'accueil de navires, ben voilà, c'est un apport économique important pour la commune de Dé, puisque chaque navire paye 10 € par jour pour profiter de ces bouées et éviter, avec les ancres, de détruire les herbiers et les coraux. Donc il y a une interdiction d'ancrer. Et deuxièmement, deuxième objectif de l'humanité, c'est d'être support de biodiversité dans toutes les entreprises humaines. C'est-à-dire de ne plus se contenter d'avoir
un intérêt pour l'homme, mais également un intérêt pour la nature et la biodiversité. Merci Sylvain Pioche. Jordi Serra-Ravento, je vais vous demander une réaction là-dessus sur les mesures de bon sens, mesures techniques qu'il faudrait prendre, et peut-être aussi en forme de conclusion, ce qui se passera si on ne change rien aujourd'hui. Votre micro, bien sûr. C'est pas facile à dire. Je sais. En plus, je vais vous demander d'être relativement bref. Alors, vous Mais voyez, je complexifie encore. D'abord, dire que je suis complètement d'accord avec ces petites mesures qui sont très efficaces pour la construction des biotopes, etc. On a des exemples partout, je pense, aujourd'hui, qui ont démontré son efficacité. Voilà. Mais d'autre part, dans la partie première de votre dernier exposé sur les projets de nouveaux ports, etc., dire qu'il ne faut pas seulement penser localement. Il faut penser dans le sens large de la zone, ce qu'on appelle la cellule sédimentaire, par exemple, où cette construction peut affecter le reste, disons, de la zone. Je vais poser un exemple d'il y a quelques années, aux années 60, par exemple, en Catalogne, entre Barcelone et là où nous sommes maintenant, où il y a eu une construction de plus de, je ne sais pas combien le numéro de ports sportifs, il y en a un chaque 3-4 kilomètres, qui ont partagé la cellule sédimentaire dans de petits compartiments. Ça veut dire, maintenant, l'érosion est continue d'ici jusqu'à Barcelone. Seulement la partie en amont des courants littoraux, des petits ports, ont des plages, disons, sous la forme comment on dit en français, d'accrétion dans le sens du courant de dérive. Voilà. Si on ne pense pas à des unités grandes, disons, on va vers un échec. Voilà. Alors, il faut prévoir toutes les dimensions des projets, pas seulement local, pas seulement l'idée de l'élu, par exemple, etc. Il faut penser globalement. Voilà. Et je pense que c'est... Comme conclusion, vous demandez ma prévision, etc., etc. Il faut s'adapter. Mais il faut s'adapter à ce qu'on appelle au fur et à mesure. C'est ce mot en français qui est formidable. Oui. En espagnol, ça n'existe pas en catalan non plus. Et je le prends un modèle et je le dis en français chez moi. Et tout le monde me regarde comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais c'est formidable. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est-à-dire, en voyant ce qui se passe, l'année prochaine, on fera autre chose, peut-être. Alors, les prévisions doivent être à court terme, pas à très grand terme, parce que sinon, on devient, comme je disais tout à l'heure, catastrophiste. Dans l'exemple de l'Èbre, ou dans l'exemple qui a été publié il y a quelques années par Greenpeace, je le dis clairement, sur l'effet de l'élévation du niveau de la mer, sur les lidos de Mar Menor, au sud de l'Espagne, où ils ont mis une photo Photoshop de la manga del Mar Menor avec les bâtiments, avec l'eau sur le premier étage. Le lendemain, la valeur de ces propriétés ont tombé en chute incroyable. Ils ont mis même une demande judiciaire, etc., etc. Alors, il faut faire attention. Même les organisations écologistes peuvent arriver à cette situation. Voilà. Gilles Boeuf, les conséquences, là aussi, c'est pas bien grave. Les conséquences sur l'habitat, un peu en forme de conclusion pour faire transition avec notre prochaine table ronde aussi. Cette évolution climatique, cette érosion du littoral, on va devoir s'adapter. Ça veut dire qu'on va devoir, tous ces habitats permanents qui existent actuellement sur le littoral, on va devoir raser, reculer. Les raser, non, parce que si ça ne marche pas, la nature s'en chargera de les raser de toute façon. Donc il ne faut pas les raser à l'avance. Le problème, c'est que sur le prix des terrains, en pays bordelais, je vais souvent au Cap Ferret, où on a parmi les terrains les plus chers en France en bord de mer. Alors, il y a un type, il y a un Américain qui s'est installé au bout du Cap Ferret et qui met 3 millions d'euros tous les ans pour mettre de l'enrochement.
Bon, il se bat contre un système, de toute façon, c'est le tonneau des Danaïdes. Hein. On avait calculé quand même les coûts de protection du littoral pour la Basse-Normandie et pour l'Aquitaine, pour la défense de biens privés. C'était en centaines de milliards d'euros. Je ne suis pas sûr que les gens veulent que leurs impôts servent à faire ça. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. En fait, il y a un aspect un peu optimiste que je partage avec mon ami. On regarde ces petites îles du Pacifique qu'on avait condamnées à court terme, qui allaient disparaître. C'est vrai, la mer monte. Mais en même temps, la mer, elle amène du sédiment. C'est-à-dire que la mer monte, mais l'île monte aussi en même temps. Donc peut-être, et ça on le voit très bien dans les Sundarbans, entre l'Inde et puis le Bangladesh, le dernier territoire du tigre du Bengale, qui m'intéresse beaucoup. Je ne veux pas qu'il s'en aille, le tigre du Bengale, je les aime aussi. Et là, on voit effectivement que si vous laissez de la mangrove, si vous laissez le delta se défendre, il ne se défend pas si mal que ça. Et bien souvent, la résilience des systèmes est suffisante pour préparer quelque chose. Donc je dirais deux choses. Groucho Marx avait dit un truc à l'époque, il avait dit « Mais pourquoi moi j'irais travailler pour mes descendants, ils n'ont jamais rien fait pour moi ?» Bon, c'est un peu comme ça qu'on réagit aujourd'hui. Hein. Alors, comment est-ce que maintenant on réagit face à cela? Je travaille beaucoup avec les forestiers. J'aime beaucoup les forestiers parce que ce sont des gens qui travaillent à 50 ans. On a un plan forêt en ce moment, et là on pense vraiment à la forêt dans 50 ans. Qui fait ça? Est-ce qu'au niveau du bâtiment, on réfléchit à un bâtiment qui sera encore là? Je voyais ce grand hôtel qu'on va évacuer, par contre lui on l'a évacué à Soulac, parce qu'il est vraiment menacé par le changement climatique, effectivement. Et je travaille sur une note un peu de recherche pour le monde du bâtiment. Je travaille beaucoup, moi, sur le biomimétisme et la bio-inspiration. On a créé le centre de Senlis. On travaille beaucoup sur les matériaux en ce moment. On fait des bétons, en ce moment, inspirés de petites éponges de Méditerranée. Gardons-les avec nous. Elles font un béton génial, bien plus résistant que le nôtre, beaucoup plus léger, plastique. Sur un séisme, il se déforme et il reprend sa forme, qui coûte beaucoup moins cher. Et en plus, ensuite, c'est compostable quand le bâtiment a fini sa vie. Regardons un petit peu ce qu'a fait la nature. Donc je pense que si dans tous les travaux que l'on fait, y compris dans le bâtiment, on s'inspire du vivant qui a déjà résolu une grande partie des questions qu'on se pose, finalement, pour ça, il faut qu'on rabaisse un petit peu notre supériorité, hein, et puis qu'on accepte de s'inspirer de ce vivant qui marche finalement très bien. Et qu'on arrête de le détruire, c'est bien évident. Donc l'optimisme, il est là. Bio-inspirons-nous. Vinci disait, je termine là-dessus, c'est fini, il disait « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Je pense que la solution, elle est là. Mais ça sera notre conclusion. Je vais vous demander à tous les quatre de vous lever, s'il vous plaît. Nos quatre intervenants, merci à eux. On les écouterait encore bien longtemps, mais je vous encourage tout au long des échanges que vous pourrez avoir lors des déjeuners, des dîners, à continuer la discussion avec eux parce qu'ils sont passionnants. Je vous propose une courte pause et on se retrouve ici dans 10 minutes pour la deuxième table ronde. Merci à vous.